Alors nous allons parler maintenant de problèmes sur lesquels les arbres sont implicites. Ce sont des problèmes où on prend des décisions et puis chaque décision permet de brancher sur une solution et ça crée un arbre qui n'est pas visible au départ dans le problème. Alors, un exemple classique de ce genre de problème, hein, c'est le Sudoku. Le Sudoku, c'est un jeu que vous connaissez bien, où on place des valeurs dans une grille, et puis l'objectif, c'est que dans chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc, à la fin du remplissage, il y ait exactement toutes les valeurs de 1 à 9 une fois. Alors, si on essaie de faire un algorithme pour résoudre le Sudoku, une première méthode, ça peut consister à essayer de le remplir tel qu'on le remplirait à la main, c'est-à-dire chercher des cases dans le Sudoku où on ne peut mettre qu'une valeur. Typiquement, je vais chercher dans le premier bloc s'il existe une case où toutes les valeurs sont interdites, sauf une, auquel cas je vais placer dans cette case la seule valeur restante. Une autre stratégie qu'on fait à la main, c'est de chercher dans une ligne une case ou une valeur qui peut ne se placer que dans une case. Par exemple, dans la première ligne, je peux m'intéresser, est-ce qu'il y a plusieurs cases ou une seule où la valeur 7 se positionne? Et si je ne trouve qu'une case où je peux positionner de façon sans faire de conflit la valeur 7, alors je vais placer cette valeur 7 dans cette case. Alors si vous faites ces deux méthodes de placement, à chaque fois que vous placez une valeur, il faut calculer les cases parce que les contraintes sont changées, ont évolué. La grille est plus contrainte une fois que vous avez rajouté une valeur. Et puis, petit à petit, vous allez remplir peut-être les grilles les plus faciles. Si vous voulez remplir des grilles un peu plus dures, il va falloir commencer à généraliser ces arguments avec des stratégies du type est-ce que j'ai deux valeurs qui peuvent aller que dans deux cases? À ce moment-là, je vais interdire le fait que ces valeurs apparaissent dans les autres cases, ou je vais interdire d'autres valeurs dans ces deux cases, etc. Tout ça va donner un algorithme bien compliqué qui résoudra difficilement des grilles plus difficiles et qui a peu de chances de résoudre les grilles les plus difficiles que vous trouverez dans le commerce. Pourtant, il y a une stratégie beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus efficace pour résoudre le Sudoku quand on utilise un ordinateur. C'est une stratégie de laisser erreur qu'on appelle backtrack ou retour sur trace. Donc, la première chose, c'est de comprendre qu'un Sudoku, en fait, implicitement, c'est un arbre. Le problème du Sudoku, c'est un arbre. Dans chaque case, je dois choisir une valeur. Alors, par exemple, dans la case A ici, je dois choisir une valeur parmi les valeurs de 1 à 9. Et donc, ça me donne mon premier étage de mon arbre. J'ai tous les choix possibles de 1 à 9. Quelle est la valeur que je choisis entre 1 et 9 dans cet arbre? Et puis, une fois que j'ai fait ce premier choix, j'ai un deuxième étage qui correspond au choix de valeur pour la case B. Chaque fois, j'ai 9 étages, puis C, puis D. Et puis, pour chaque étage, comme ça, je vais avoir 9 nouveaux choix de valeurs. Chaque case blanche vous donne un étage de l'arbre. Chaque nœud correspond à un choix. Donc, chaque choix va créer un nouveau nœud. Et puis, on s'intéresse. Le nombre de feuilles de cet arbre, ça va être 9 puissance le nombre de cases blanches dans votre Sudoku. Donc, au pire, 9 puissance 81 feuilles. Alors, c'est un nombre absolument énorme. Mais c'est borné, voilà. Donc vous avez cet immense arbre qui correspond à l'ensemble des choix possibles dans le Sudoku. À la main, il n'est absolument pas envisageable d'explorer un arbre aussi grand. Sur votre machine, c'est quand même un peu grand, mais on va arriver à réduire un petit peu. Et par contre, c'est beaucoup plus facile d'explorer l'arbre que de chercher à appliquer des méthodes de recherche des coups forcés, comme on va le voir juste après. Donc, comment on va le faire de façon algorithmique? On va créer un algorithme qui va tester, qui va prendre une grille en entrée et qui va nous dire est-ce que cette grille a une solution. Alors, comment je vais faire? Comme je fais à chaque fois maintenant pour de la récursivité dans les arbres, je vais m'intéresser à ce qui se passe au niveau d'un nœud. Donc, j'ai un choix à faire. Et puis, je vais supposer que tous mes appels récursifs fonctionnent. Donc, je vais partir de l'hypothèse que quand je fais un appel récursif, j'aurai une réponse. Oui ou non, la grille que j'ai donnée dans mon appel récursif a une solution. Alors, il faut que mon appel récursif soit sur une grille plus contrainte, enfin, plus remplie que la grille de départ, sinon je tourne en rond, mais je vais utiliser ça. Donc,
Première situation, la situation d'arrêt. Si ma grille au départ qu'on me donne, elle est totalement remplie, j'ai rempli toutes les cases de ma grille. À ce moment-là, bah, je ne vais pas faire d'appel récursif. Je vais simplement regarder si la grille contient ou pas euh, dans chaque ligne, dans chaque colonne, dans chaque carré, euh, toutes les valeurs de 1 à 9. J'ai plus qu'à retourner vrai si c'est le cas, faux sinon, et puis c'est fini. Si dans ma grille, j'ai pas toutes les cases qui sont pleines, alors je prends une case vide, n'importe laquelle, et puis je vais choisir une valeur à placer dedans. Alors je vais en fait pas choisir, je vais tester toutes les valeurs une par une. Donc je vais commencer le 1 par 1, et je vais placer 1 dans cette case. J'ai une grille de Sudoku qui est plus remplie qu'avant, donc je m'autorise à faire un appel récursif qui me dit si avec le 1 il y a une solution ou non. Puis je vais tester, si j'ai pas de solution, ben, je vais tester avec le 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que bah, soit j'ai trouvé une solution en ayant choisi une bonne valeur dans la case, soit on m'informe que bah, soit à l'issue des 9 essais, les 9 valeurs placées, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Dans ce cas-là, ça veut dire que bah, ma grille n'est pas résoluble. Le plus probable, c'est que je suis parti d'une grille qui était résoluble, mais j'ai fait des mauvais choix auparavant. Donc, je vais retourner simplement l'information non, la grille n'est pas résolue. Et puis, bah, ce sera les appels récursifs ce sera les instances de la fonction qui ont fait appel à l'instance que je considère, qui auront à traiter ce cas d'échec. D'accord? Donc, je place la prochaine valeur disponible, je les place une par une, et je fais un appel récursif sur le reste. Si toutes les valeurs échouent, je retourne un échec. Alors, en Java, ça donne un code qui peut ressembler à celui-ci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, je fais une fonction solve, par exemple, qui prend en paramètre un sudoku partiellement rempli, et puis qui va retourner un booléen, oui, j'ai une solution, ou non, je n'ai pas de solution. Alors, d'abord, la condition d'arrêt, hein, que je voyais tout à l'heure, si le jeu est terminé, si la grille est remplie, alors bah, je vais juste simplement tester si bon, ma grille de sudoku, elle est valide, c'est-à-dire qu'elle contient au plus une fois chaque valeur de 1 à 9 dans chaque carré, ligne, colonne. Si ma grille n'est pas remplie, c'est là que j'ai un traitement, hein, donc je rentre dans le else, ici, et puis bah, je vais choisir un carré. Donc ici, mon choix, bon, bah, dans cet exemple-là, je prends le premier carré qui est vide dans la grille. Et puis bah, maintenant, pour chaque valeur entre 1 et 9, je vais essayer de mettre cette valeur i dans ma case choix, avec ici un sudoku.set. Et puis, bah, si avec ce choix, bah, le sudoku, et ensuite, avec ce choix, je fais mon appel récursif qui doit tester si le sudoku a une solution ou non. Si le sudoku a une solution avec ce choix, très bien, j'ai gagné, mon sudoku a une solution et je peux renvoyer vrai. Si le sudoku n'a pas de solution avec ce choix, eh bien, je vais tester la valeur d'après. Et si après mes 9 valeurs, aucune de mes solutions, aucun de mes sudoku, aucune de mes tentatives de résolution a réussi, c'est que bah, ma grille de départ n'avait pas de solution et je vais renvoyer false ici. Alors on va reprendre quelques petits points sur cet algo. D'abord la profondeur de l'algo, ce que je vois c'est que je fais un appel récursif pour chaque case et donc je retrouve bien la profondeur de mon arbre qui était le nombre de cases blanches. Le nombre d'étages de mon arbre, c'est le nombre de cases blanches. Un élément qui est souvent source d'erreur et qu'on oublie souvent, c'est cette ligne-là que je n'ai pas encore commentée, du unset. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mon arbre? Je descends et puis je fais des choix. Et puis à chaque fois, je vérifie s'il y a une solution. Et puis potentiellement, j'ai échoué sur les 9 valeurs. À ce moment-là, il est important de dire, bon, bah, très bien, j'ai échoué et je nettoie le sudoku de toutes les traces de ce que j'ai fait avant de le restituer. Donc moi, ma trace, c'est simplement mettre une valeur dans une case. Il faut bien que je retire la valeur de cette case. Sinon, eh bien, dans l'appel, quand je vais rendre le sudoku à la fonction qui m'a appelé, le sudoku ne sera pas dans l'état où il a été trouvé. Et donc potentiellement, ce 9 que je vais laisser dans une case va être maintenu pour l'appel suivant récursivement. Et donc l'appel suivant récursivement va chercher une solution à un sudoku où il y a un 9 qui est placé et qui est resté forcé. D'accord? Donc il faut bien ne pas oublier le unset dans ces méthodes de backtrack. Donc il faut bien ne pas oublier de remettre le sudoku dans l'état où il était avant le début de cet appel.
Et alors, donc, ce que je garantis avec ce unset, c'est que si j'échoue, l'état du Sudoku à la fin de l'exécution, c'est le même que celui dans lequel on l'a passé. Si je réussis, par contre, je vois que je rate ce unset puisque j'ai un return true qui est ici. J'ai mon return true ici qui vient euh, terminer la procédure, la fonction, avant que le unset soit fait. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand j'étais dans une situation où j'ai réussi, eh bien, je retourne la situation en ayant laissé dans la case correspondante la valeur qui a permis le succès de mon remplissage de grille. Et donc, comme tous les appels font de même, eh bien, ça veut dire que quand je réussis, quand j'ai un trou qui est retourné au niveau d'une feuille ici, tout le monde va s'interrompre aussi sec en renvoyant trou, en laissant la dernière valeur placée dans la grille de Sudoku. Et donc, ça veut dire que mon Sudoku, à la fin de l'exécution, il est rempli, quand je réussis à trouver une solution, il est rempli avec les valeurs qui étaient la première solution que j'ai trouvée. D'accord? Si je veux faire autre chose, donc là c'est parce que je voulais faire une fonction qui résout un Sudoku et qui renvoie un booléen pour dire si oui ou non elle résout le Sudoku. Et puis même dans la documentation de ma fonction, il faudrait que je précise que cette fonction laisse le Sudoku dans l'état où elle a trouvé de la première solution qu'elle a trouvée. Si je veux faire un traitement différent pour mon Sudoku, par exemple, je peux avoir envie de compter le nombre de solutions, je peux, dans ce cas-là, au lieu de faire un return true ici, eh bien, il faut que je fasse un algo d'arbre classique, hein, par exemple, que je retourne un compteur qui va être le nombre de solutions. Donc là, je ne fais pas un return true, je vais créer un compteur qui va compter le nombre de solutions de mon Sudoku, et puis à chaque fois que j'ai fait un appel de solve Sudoku qui est réussi, eh ben, j'augmente mon compteur du nombre de solutions que j'ai trouvé avec ce début. Voilà. Et donc tout cet algo de maintenant, je peux traiter cet algo de backtrack un peu comme un algo d'arbre standard. C'est juste, la seule différence qu'il y a avec un algo d'arbre standard, c'est que l'arbre est implicite et que le déplacement dans l'arbre, donc le passage au fils, en fait, il est fait par cet appel, le passage au fils par cet appel à sudoku.set qui passe au fils non pas explicitement en changeant de nœud dans un arbre, mais en modifiant l'état du sudoku. Donc il faut bien comprendre que dans l'arbre qui est ici, chaque nœud, en fait, c'est un état du Sudoku, un état de remplissage partiel du Sudoku. Et donc pour passer d'un nœud à l'autre, je modifie le remplissage de mon Sudoku. Voilà, alors quelques petits commentaires. D'abord, vous rappelez que mon arbre était très grand et que ça peut poser problème à l'exécution, puisque le nombre de feuilles étant tellement grand, si je les visite tous, même si je vais très vite, je peux avoir des problèmes de complexité, donc de temps de calcul. Alors une stratégie qui est nécessaire pour le Sudoku et qui est très, très utile généralement, c'est d'essayer de ne pas s'encombrer des branches qui seraient perdues d'avance, donc des branches dont on sait qu'elles sont inutiles. Donc avant de faire une exploration en profondeur, je vais vérifier si la valeur elle est juste. Alors concrètement dans mon Sudoku, ça veut dire quoi? Ça veut dire que assez naturellement, à la case A, tout à l'heure je disais je place toutes les valeurs de 1 à 9. Ici, je me rends bien compte que placer le 8 en position A, ça n'a pas de sens puisque dès le début, je peux prédire qu'il n'y aura pas de solution avec un 8. Il y a déjà deux 8 dans la même ligne. Et donc, si je regarde un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, je me rends compte que dans cette première case, je peux placer que 4 valeurs, le 1, le 2, le 5, le 7, et je pourrais ne brancher que sur ces 4 valeurs-là, dans mon arbre. Si je fais de même avec D, C, D, on se rend compte que les valeurs qui sont disponibles pour B, ce n'est pas les mêmes en fonction des choix qui ont été faits pour A, hein, puisque je peux mettre le 2 si j'ai mis un 1 en A, mais je ne peux pas mettre le 2 si j'ai mis un 2 en A. Et puis petit à petit, mon arbre, il s'élague assez vite. Je peux même constater dès le début, dès le deuxième étage, des branches qui se terminent ici. Je n'ai pas de valeur possible pour C si j'ai mis un 2 en A et un 5 en B. Et donc, c'est pas la peine d'explorer plus loin. Et donc, ça va élaguer mon arbre, ça va couper des branches, ça va réduire le nombre de feuilles de l'arbre. Et puis, maintenant, les feuilles de l'arbre, ce sera exactement les solutions de mon Sudoku. D'accord? Donc maintenant, mon algo, je cherche un algo d'arbre qui va compter le nombre de feuilles, c'est-à-dire compter le nombre de solutions de mon Sudoku.
si je fais ça sur, sur n'importe quelle grille de Sudoku, quelle que soit la difficulté, j'ai un algo qui résout la grille quasiment instantanément avec ce parcours. Alors, comment ça se traduit dans mon code, hein? En fait, ça ne change pas grand-chose. Simplement, à cet endroit ici, à cet endroit-là, avant de faire le solve de Sudoku, parce que il faut pas que ce solve c'est cet appel récursif, je vais tester est-ce que ce choix que j'ai fait est valide. Donc, potentiellement, je vais rappeler ma fonction isValide de mon Sudoku. Et je vais mettre l'appel dans un if. Donc ça veut dire que mon isValide, il prend pas forcément un Sudoku complètement rempli, mais il prend aussi un Sudoku partiellement rempli et il vérifie juste qu'il n'y a pas de contradiction dans un Sudoku partiellement rempli. Ça demande un peu plus de finesse dans la fonction isValide, mais une fois que j'ai fait ça, j'ai branché, j'ai fait une petite modification à mon algorithme qui va élaguer mon arbre et permettre la résolution de n'importe quel Sudoku quasiment instantanément. Très bien. Et donc, une autre optimisation possible, c'est de vérifier l'ordre des cases à traiter, c'est-à-dire de s'intéresser, est-ce que, par exemple, il ne serait pas plus pertinent de remplir d'abord une case qui serait par ici que la première case A. Donc ça peut être pertinent si cette case, elle contraint beaucoup les autres ou si elle permet d'avoir peu de branches, typiquement si j'ai des coups forcés. Ça peut être intéressant de commencer par faire ces coups-là puisque ça va m'éviter des branchements multiples. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Dans certains cas, c'est nécessaire pour d'autres problèmes. Pour le Sudoku, c'est pas très utile. Voilà. Alors peut-être qu'on peut optimiser la résolution d'un Sudoku en tirant au hasard l'ordre des cases au début, avant de les traiter. Mais rien n'est garanti. Ce sont les heuristiques qui peuvent améliorer ou pas votre algo. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette méthode que j'ai décrite sur le Sudoku, elle s'applique à plein d'autres problèmes, typiquement à des casse-têtes, mais ça peut aussi s'appliquer à des questions, à des problèmes de décision qui ressemblent beaucoup à des casse-têtes, mais qui ne sont pas des jeux. Très souvent, en fait, il suffit qu'un problème ait un arbre implicite de décision, et quasiment tous les problèmes ont des arbres implicites de décision, pour que vous puissiez explorer cet arbre en faisant des explorations branche par branche. Chaque entrée dans une branche, ça se fait en réalisant une action. Donc, les nœuds étant des états de mon problème, réaliser une action, c'est comme ça que je descends ou je remonte dans mon arbre. Souvent, je le fais par effet de bord, par stocker de multiples copies de mon problème. Et puis, un point de vigilance que je vous ai mentionné tout à l'heure et que je vous invite à garder, c'est il faut bien penser, lorsque vous rendez la main, à annuler le dernier mouvement. D'accord? Alors, deux petits points en plus sur cette méthode. Alors d'abord, c'est une méthode qui est très pratique, mais qui peut être vite coûteuse. Donc on a vu que l'arbre du Sudoku, si je dois explorer complètement, c'était un arbre énorme. Donc il y a des petites optimisations qui sont possibles, euh, mais c'est quand même une méthode qui va être généralement coûteuse en temps, même optimisée, parce que en fait ce que je vous ai pas expliqué, c'est que, enfin, ce qui est implicite dans tout ça, c'est que le nombre de feuilles de mon arbre grandit généralement de façon exponentielle avec le nombre de choix à faire. Et puis donc ce sont des algos qui s'exécutent en temps exponentiel en la taille de l'entrée. On en reparlera plus tard sur les questions de complexité algorithmique. À ce jour, sur certains problèmes, on n'a pas de meilleure solution exacte connue. Il y a toute une classe de problèmes qui s'appellent les problèmes NP difficiles, qui sont des problèmes pour lesquels on ne sait pas trouver de solution exacte qui soit plus forte qui soit nettement plus forte, qui soit non exponentielle, qui soit nettement plus forte qu'un backtrack. On en reparlera peut-être pas dans ce module, mais vous allez en entendre parler plus tard, notamment si vous faites une poursuite d'études. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.